Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui la vidéo m'a pris pas mal de temps, surtout en termes de préparation, puisque c'est la vidéo que je voulais aborder, que j'avais prévue en tous les cas depuis le départ et que j'avais signalé dans la vidéo de présentation de la chaîne. La vidéo où je vais détailler en fait les raisons qui nous ont conduits à faire ce choix radical donc d'expatriation et surtout donc de quitter la France pour en préserver nos enfants. Vous pensez bien que ça a été long à préparer, tout simplement parce qu'il a fallu que je fasse beaucoup de tri dans tout ce que je vais expliquer, parce que je ne vais pas pouvoir tout expliquer, tout simplement parce qu'il y a la censure de YouTube, et puis donc évidemment je ne peux pas tout expliquer, surtout au niveau des lieux, etc., parce que évidemment il faut que je fasse attention à ne donner aucun nom, etc. Donc ma famille étant évidemment toujours en France, donc la France étant ce qu'elle est actuellement, je pense que vous comprendrez qu'il faut que je fasse attention justement à ne pas tout dire, mais le principe c'est de pouvoir vous détailler les points les plus problématiques qui nous ont conduits donc à faire ce choix. Alors avant de démarrer la vidéo, j'en profite pour vous signaler un nouveau partenariat sur la chaîne, puisque en fait la prochaine vidéo que je comptais produire, c'est pour détailler la méthode que nous avons choisie pour apprendre le russe donc avec les enfants, qui nous plaît beaucoup, et donc elle nous plaît tellement qu'en fait je comptais justement en parler dans une prochaine vidéo et la détailler un petit peu, et je me suis permis en fait de solliciter la société Digital Langue qui est donc la société qui est à l'origine de cette méthode avec son professeur Yelena. Et en l'occurrence, ils m'ont fait l'honneur d'accepter en fait ma demande de partenariat. Donc j'en parle pas dans le détail évidemment dans cette vidéo, c'est pas le but, mais sachez qu'en suivant le lien donc dans la description ou ce que vous voyez sur le petit bandeau, donc avec le code Sibérie10, pour ceux qui ont envie d'apprendre cette belle langue, et ben vous pouvez bénéficier en fait de 10% sur l'achat de la méthode qui est à vie. Et sachez qu'avec le CPF, et ils sont agréés également CPF, ça vous permet en même temps de pouvoir avoir des cours particuliers. Donc en fonction du montant, en fait, plusieurs heures de cours particuliers, ce qui évidemment vient augmenter l'intérêt de la méthode. Donc voilà, sans plus attendre, on passe évidemment au contenu de la vidéo. Alors, pour commencer, en fait, je vais déjà démarrer par prouver le fait que, évidemment, cette interdiction des environ 75 000 parents qui faisaient le choix d'instruction en famille pour leurs enfants, donc ce qui est de fait maintenant une interdiction, puisque c'est soumis à une autorisation alors qu'avant c'était une déclaration. De fait, étant donné qu'ils refusent la quasi-totalité des demandes, d'ailleurs très fréquemment pour le même motif, je vais déjà en fait détailler quelques petits points qui me paraissent intéressants, notamment revenir, puisque évidemment l'école de la République, n'est-ce pas, donc on va revenir au fondement, qui est la Constitution du 24 juin 1793, que je vous montre ici, donc je ne vais pas vous la lire intégralement, mais il y a quelques articles qui sont intéressants, comme l'article 7, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Voilà, ça c'est ce qui était dans la Constitution, donc l'article 7. L'article 9, la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent, n'est-ce pas? Donc je laisse réfléchir les petits trolls qui ont pris, on va dire, position sur ma chaîne. L'article 14, nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie. L'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Là, c'est par rapport à ce qui vient d'arriver, par exemple à Xavier Moreau ou au colonel Beau, hein, qui ont été condamnés sans jugement, sans pouvoir se défendre. Le colonel Beau étant actuellement résident en Belgique et que ses fonds ont été bloqués, il ne peut même plus aller faire ses courses pour se nourrir. Donc voilà pour l'article 14. Ensuite, l'article 22, l'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Un article que j'ai trouvé intéressant, tout simplement parce que, évidemment, en France, on vous parle de l'éducation. C'est l'éducation nationale et non pas l'instruction nationale. Donc déjà, moi, de base, je suis en profond désaccord avec ça. L'éducation, c'est les parents. L'instruction, c'est l'école, tout du moins en tous les cas, si on choisit de les mettre à l'école. Donc la notion d'instruction par rapport à l'éducation ici est importante. Ensuite, l'article 25, la souveraineté réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Donc évidemment, hein, la souveraineté, en l'occurrence, n'est pas dans le peuple, hein, puisque même la France n'est pas souveraine, étant donné que nous sommes sous domination de l'entité supranationale qu'est l'Union européenne. L'article 26, aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Donc là, je vous laisse seul juge de savoir si chaque section du souverain, en l'occurrence du peuple, peut exprimer sa volonté avec une entière liberté, bien évidemment. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. L'article 27, hein, j'invente rien, je lis. Et ici, en l'occurrence, le délit des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Ça, c'est l'article 31. Qui fait suite à l'article 30, les fonctions publiques sont essentiellement temporaires, elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Là aussi, je vous laisse juge de ce qui se passe actuellement. Et bien évidemment, on en revient à la fin, donc l'article 33, la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Et en l'occurrence, il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Et il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Et pour finir, quand le gouvernement, donc l'article 35, viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc là, c'est pour la petite mise en bouche, en fait, de bien mettre en place les raisons qui nous ont conduit, nous, en tous les cas, à résister à ce qu'on voulait nous imposer en tant que parents, et qui est anticonstitutionnel. Parce que, donc, par rapport à cette instruction en famille, sachez que dans une note de mars 2021, qui a été publiée sur le portail Éduc-France, des professeurs de droit constitutionnel ont démontré, en fait, en quoi le fait d'interdire l'instruction en famille est anticonstitutionnel. Donc voilà. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais en l'occurrence, la liberté d'enseignement, une liberté fondamentale, donc reconnue par des instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international sur les droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La liberté d'enseignement fait partie en France du bloc de constitutionnalité et est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. D'accord ? Composante de la liberté d'enseignement, la liberté d'instruction en famille a valeur constitutionnelle. Le Conseil d'État considère ainsi à juste titre que cette liberté d'enseignement implique le droit pour les parents de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille, conformément à la loi de 1882 et au Code de l'éducation actuel. La liberté de l'instruction dans la famille permet aussi la mise en œuvre du droit et du devoir d'éducation qui appartient aux parents, comme le précise le Code civil sur l'autorité parentale. En violant la liberté de l'enseignement en l'une de ses composantes, l'article 21 du projet de loi est contraire à la Constitution. Donc projet de loi qui est passé, bien évidemment, donc anticonstitutionnel. L'institution d'un régime d'interdiction, sauf autorisation, est un basculement contraire à la liberté de l'enseignement. La soumission de l'exercice d'une activité à l'exigence d'une autorisation constitue en soi une interdiction de principe de cette activité, ce que je signalais juste avant.
Cette interdiction est patente dans les dispositions du projet de loi, donc qui maintenant est une loi, je le précise, puisque ça c'était antérieur au vote, qui, loin de renforcer le régime de déclaration comme en 2013 et en 2019, supprime purement et simplement la liberté d'assurer un enseignement en famille. Alors je passe. Ici, des mesures restrictives non nécessaires, appliquer la loi actuelle suffit, c'est-à-dire la loi précédente. Plus généralement, des mesures restrictives d'une liberté ne peuvent être prises selon une formule devenue classique que si elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Or, les dispositions actuellement en vigueur, donc précédemment, puisque je reviens encore au fait que c'était précédent au vote de cette loi, donne à l'État le moyen, donc donner à l'État le moyen de s'assurer que les enfants reçoivent une instruction effective et complète et peuvent s'insérer dans la société, conformément à l'objectif poursuivi. Si ces contrôles sont insuffisants, cela ne tient pas aux dispositions elles-mêmes, mais aux moyens mis en œuvre pour les réaliser. L'inapplication d'une législation par manque de moyens commande de renforcer les moyens, non de modifier la législation. En l'occurrence, on a systématiquement été contrôlé les 4 ans où on les a mis en instruction en famille. Ensuite, des mesures restrictives non adaptées, l'interdiction atteindrait des familles non visées par l'objectif du projet de loi, ce qui était notre cas. L'interdiction de l'école en famille vise en réalité certaines familles dont l'idéologie séparatiste constitue un danger, mais atteint toutes celles dont les conceptions sont parfaitement conformes avec la vie sociale. Le dispositif est comparable à celui que le Conseil constitutionnel vient de censurer sur l'interdiction faite aux personnes âgées ou handicapées ou ayant besoin d'une aide à leur domicile ou d'une aide à leur mobilité de consentir des libéralités au profit des personnes leur apportant une assistance. Donc de la même manière, l'interdiction, sauf autorisation de l'instruction à domicile, motivée par l'objectif de lutter contre l'idéologie séparatiste, n'est pas adaptée. Alors, je vais passer en fait ici, vous voyez, donc là vous pourrez toujours aller récupérer ça, puisque c'est directement un texte donc, qui a été publié sur le portail Éduc-France. Mais voyez ici une régression patente des libertés fondamentales, un texte de loi liberticide, évidemment. Le projet de loi, donc cette loi, encore une fois je le rappelle puisque la loi est passée, écartant le principe même d'une éducation d'un type choisi par les parents pour motif personnel, alors même que cette liberté existe, constitue une régression patente des libertés fondamentales. Le dispositif du nouveau texte de loi n'a jamais été aussi liberticide. Le système de la Convention européenne des droits de l'homme ne permettrait un tel recul qu'à des conditions qui ne se trouvent pas réunies ici. Toute régression d'une liberté acquise suppose un motif d'intérêt général impérieux et étroitement lié à l'objet de la loi. Et là, vous voyez, pour terminer, une ingérence non nécessaire dans une société démocratique. L'État ne peut s'ingérer dans des choix éducatifs qu'en cas de risque majeur pour l'enfant, sa santé ou sa vie. Si la liberté d'enseignement des parents doit être combinée avec le droit à l'instruction de l'enfant, le souci de protection de l'enfant contre l'endoctrinement religieux ne justifie pas en soi, de manière générale et a priori, la suppression d'une liberté. Voilà, donc vous voyez ici, il y a plusieurs références et les notes qui notifient donc les différents arrêtés, décisions, etc. Alors pour en terminer avec ce principe de droit, l'école existait du temps de la Gaule, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'historique, mais il faut savoir que l'instruction, par exemple au Moyen-Âge, ce qui est désigné comme le Moyen-Âge, qui était clairement, quand on se documente, bien plus démocratique que maintenant, l'instruction était généralement donnée par les représentants de l'Église, mais comme le précise l'historienne Marion Sigaud, dont je vous conseille vraiment les conférences et les livres, les maîtres étaient choisis et rémunérés par les assemblées villageoises qui déterminaient également les programmes. Donc il y avait une réelle instruction et les parents avaient une latitude complète sur le choix des professeurs, des maîtres, et de les révoquer si les maîtres ne faisaient pas le programme qui était décidé en assemblée villageoise. Bref, le choix des parents du mode d'instruction concernant leurs enfants revient aux parents et est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948. La Convention internationale des droits de l'enfant, donc la CIDE de 1989, par l'ONU et par le Conseil d'État. Donc en gros, la France viole littéralement énormément de traités et d'arrêtés. Donc la DUDH, article 26, alinéa 2, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La DUDH, article 26, alinéa 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. La CIDE, article 14. Les États respectent le droit et devoir des parents ou représentants légaux de guider l'enfant dans l'exercice du droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. La CIDE, article 18. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents. Alors le pacte de l'ONU, déclaration de Vienne, article 13-3. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse ou morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Le Conseil d'État, statuant ou contentieux, le principe de la liberté de l'enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d'enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l'État, tout comme le droit pour les parents de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille. Le Conseil d'État confirme: le droit des parents de choisir l'instruction en famille est un principe constitutionnel suprême, confirmé par la Cour suprême de droit administratif. Et le Code pénal, article 227-17, la possibilité de refuser aux parents le droit d'instruire à la maison ne vaut que lorsqu'il y a motif pénal, maltraitance ou refus d'instruire. Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, page de 376. Et donc, la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet de 1989, appelée loi Jospin, fut une étape décisive dans l'entreprise de dénaturation des finalités de l'école. Cependant, elle stipule que les parents sont membres de la communauté éducative, les parents d'élèves sont les partenaires permanents de l'école, leur droit à l'information et à l'expression doit être absolument respecté, et cet article a été abrogé par l'ordonnance du 15 juin 2000, ratifiée en 2003. Donc en fait, depuis plusieurs années, l'État cherche à limiter, voire mettre fin à l'instruction en famille. En 1999, une circulaire fait apparaître un amalgame entre l'IEF et sectarisme, maltraitance, puis séparatisme. En 2007, 2011, 2013, 2016 et 2018, des amendements et propositions de loi visent à limiter l'instruction en famille ou l'interdire. Le projet de 2016 cherche à imposer une autorisation préalable de l'autorité académique pour la limiter. Donc handicap, activité sportive ou artistique de haut niveau. Benoît Bastard écrit dans la Revue internationale « Une nouvelle police de la parentalité ?» En octobre 2020 commence à se discuter donc le projet de loi CRPR dont je vous ai parlé juste avant. Et donc malgré les multiples contestations des associations de parents, la loi de 2021-1109 est votée le 24 août 2021. Elle introduit le régime d'autorisation. Les parents vont devoir justifier leur demande et un cadre leur est imposé. La santé de l'enfant ou handicap, activité sportive ou artistique intense, itinérance ou éloignement géographique d'un établissement scolaire public, existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet pédagogique. Bref, pour conclure, ce droit a donc 140 ans d'existence, légalement. Pourquoi le gouvernement veut-il réguler à ce point? Les excellents résultats des élèves en IEF font-ils de l'ombre au niveau scolaire français qui ne cesse de dégringoler, quand en 6e, des élèves du public ne savent ni lire ni compter correctement? Le prétexte de la radicalisation ne tient pas et n'est aucunement étayé. Quid des chiffres sur les dérives sectaires, les échecs scolaires? Les rapports chiffrés étaient enfermés dans le bureau B33 et n'ont été publiés qu'après promulgation de la loi. La décision est purement politique et constitue une atteinte à une liberté fondamentale, dont nous avons donc été victimes 2 fois de suite. Donc voilà pour le fait que, de base, cette loi, cette interdiction qui nous a été signifiée donc d'instruire nos enfants à domicile est donc anticonstitutionnelle. Donc en l'occurrence, le fait que notre choix d'instruction en famille, en fait, a été pris, j'allais dire, tardivement finalement, puisqu'on les a mis à l'école jusqu'à la farce Covid, finalement, où là on commençait à exiger les masques de partout, le fait de se forcer à
à se badigeonner de cette saloperie, désolé, hein, mais là je risque de sortir quelques grossièretés, donc de gel hydroalcoolique, etc., donc à tout bout de champ. Les distanciations sociales, etc. Enfin bref, on passe leur temps à dire que effectivement il faut sociabiliser, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, on faisait exactement l'inverse et même on l'imposait, hein. Donc, on a choisi à ce moment-là de les déscolariser, donc de les prendre en instruction en famille. Alors au début, de toute façon, c'était imposé, hein, comme vous le savez. Et puis au final, comme on a vu que les mesures ne faisaient que se durcir derrière, eh ben, on a dit finalement on va les garder. Et grand bien nous a pris, puisqu'en fait leur niveau scolaire finalement n'a cessé de croître. Et surtout, ils se sont sentis bien mieux, ils avaient un bien meilleur rythme de vie, hein, puisque les horaires en France sont, comme vous le savez, quand même véritablement catastrophiques, hein, donc des enfants extrêmement fatigués en permanence, j'allais dire un calendrier scolaire qui est complètement dément. Donc finalement, pendant 4 ans, ça s'est très bien passé. Mis à part la dernière année, l'année précédente, où là on nous avait imposé de les remettre, où notre plus jeune, donc Léo, était en CM2, et où j'avais signifié à l'inspectrice qui nous contrôlait, donc le contrôle s'est très bien passé, hein, de toute façon il n'avait pas d'autre choix que de valider ce qu'on faisait, d'autant plus que ma mère étant retraitée, donc enseignante, elle venait également nous aider, et donc on a suffisamment, j'allais dire, de documentation, de livres par centaines à la maison, étant donné que voilà, on est tous des gros lecteurs. Personnellement, je suis passionné d'histoire, entre autres, d'astronomie, donc de sciences en général, etc. Donc les enfants là-dessus n'ont jamais eu de problème d'instruction. Et donc ça se passait très très bien, ce qui fait qu'ils n'avaient absolument rien à dire, ils ne pouvaient que valider le fait que l'instruction était extrêmement bien prodiguée, et donc nous valider cette instruction chaque année, en tous les cas le fait qu'elle était bien faite. Elle a quand même pas pu s'empêcher, à un moment donné, comme le sujet est venu sur le fameux EVARS, hein, donc ce qui n'est pas autre chose que de l'éducation sexuelle, hein, comme vous le savez, sur lesquels je suis évidemment, vous imaginez bien, en violent désaccord, et ben elle n'a pas pu s'empêcher de le noter quand même parce qu'elle n'avait rien d'autre à mettre de négatif. Donc le père est en désaccord avec l'éducation sexuelle de ses enfants. Hein, vous m'expliquerez ce que ça vient foutre dans un rapport finalement de contrôle d'instruction dans la famille, n'est-ce pas? Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous voulez, les problèmes qu'on pouvait avoir avec les académies remontent finalement à la scolarisation des enfants, puisqu'on a systématiquement eu maille à partir avec différents professeurs finalement tout au long de leur scolarité, parce que tout simplement le niveau de l'éducation, justement de l'éducation, vous voyez, le lapsus révélateur, donc de l'instruction de l'école, est une vraie catastrophe. Et c'est là où justement j'en viens au niveau de ce qui nous impose finalement, qui est donc le niveau de l'instruction en France, et ce que j'avais donc mis dans les demandes d'instruction en famille, évidemment, puisque vous voyez ici le classement PISA en 2024, donc le dernier, où la France est 26e, hein, donc autant vous dire qu'on n'est quand même pas loin de la fin. Au tout dernier classement Teams, elle est tout simplement bonne dernière, ou encore 32e au test Pearls. Donc je vous laisse aller vérifier tout ça de votre côté, hein, mais vous voyez déjà les petits exemples. Donc naturellement, déjà le simple fait d'imposer finalement une instruction médiocre pose également un problème, comme vous le comprenez bien. Alors, on en vient maintenant au gros de la vidéo, donc les problèmes répétés avec l'école et l'académie. Alors pour ça, je vais détailler, si vous voulez, tout simplement ce qu'on avait rédigé, j'allais dire, pour la demande de RAPO, comme on dit. Donc en fait, après le refus qu'on a eu de l'académie, on a le droit de faire ce qu'on appelle un RAPO, donc en fait de demander directement comment dirais-je, de faire un recours auprès donc là directement du rectorat.
Et puis bah là, je leur ai expliqué en fait justement, entre autres, ce qui s'était passé dans ce collège pendant un an, qui a été véritablement une année d'enfer avec nos deux enfants. Donc en l'occurrence, le collège déjà ne respectait pas la loi française, donc évidemment j'ai systématiquement été chercher tous les détails évidemment sur les sites gouvernementaux, hein, de manière à ce que même dans cette vidéo-là, vous pourrez aller les vérifier par vous-même, hein. Tout ce qu'il y a de plus officiel, hein. Donc le décret numéro 2016-1063 du 3 août 2016, article 3, stipule que dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à 1h30. Et pour les élèves de 6e, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser 6 heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques. Or, entre 2 et 3 fois par semaine, selon les semaines, parce qu'ils avaient des semaines alternées, et bien en fait, que ce soit l'un ou l'autre, ils ne disposaient absolument pas d'1h30 de pause méridienne. Puisque sur le papier, en fait, ils disposaient de 55 minutes, mais comme en plus les professeurs les faisaient sortir systématiquement en retard, donc on perdait entre 2 et 5 minutes en plus, ce qui nous faisait déjà tomber à 50 minutes, et sachant que évidemment nos enfants étaient externes, parce qu'il est bien évident que ça leur permettait de faire une pause le midi. Donc on faisait l'effort d'aller les récupérer tous les midis, donc sachant qu'ils étaient deux, vous imaginez le cauchemar logistique, parce qu'ils ne mangeaient pas forcément toujours à la même heure. Mais en l'occurrence, d'ailleurs, ce que la principale nous a dit, et même l'académie derrière, mais c'est votre choix. Et donc je me doute que les trolls vont peut-être me sortir la même stupidité. Donc en l'occurrence, non, ça n'est pas notre choix. Notre choix était de les garder à la maison en instruction en famille. On nous a imposé de les mettre au collège. Donc en l'occurrence, le moins qu'on pouvait faire, c'était au minimum de leur accorder cette pause méridienne et de les sortir de ce collège où ils se sentaient extrêmement mal. Donc en l'occurrence, non, ça n'est pas notre choix de ne pas les mettre à la cantine, mais bel et bien la résultante de ce qu'on nous a imposé, donc de les remettre. Donc en l'occurrence, on avait à peu près 15 minutes pour finalement les ramener à la maison. Donc vous déduisez déjà 30 minutes de temps de trajet. Ben, vous pensez bien que dans le meilleur des cas, ils avaient 20 minutes en fait pour manger, le temps d'arriver, hein, on se lave les mains, on mange, le temps de passer aux toilettes, repartir, enfin voilà, vous imaginez un peu déjà rien que le problème logistique que ça peut poser. Et en l'occurrence, quand ils n'avaient pas donc 1h30, et ben de toute façon, même s'ils avaient mangé à la cantine, la loi exige qu'ils aient minimum 1h30, ce qui n'était pas le cas. Donc le collège, déjà de base, ne respecte pas finalement la loi française. Et donc, après les vacances de Pâques, le constat a été aggravé puisqu'on avait été informé que dorénavant, il nous était interdit de récupérer nos enfants à la grille du collège. Donc, ils étaient obligés de descendre la petite rue et nous, on devait les attendre en bas, ce qui perd aussi un petit peu de temps, le temps de venir à pied et de les ramener. Donc, vous voyez, tout était fait pour en fait nous compliquer la vie. Ensuite, il faut savoir que ce même collège ne respectait pas non plus la loi et les valeurs de la République, donc j'aime bien dire les valeurs de la République, hein, parce que c'est ce qu'on nous met systématiquement en face, n'est-ce pas, quand on explique qu'on n'est pas forcément en accord avec tel ou tel point. Et donc les valeurs de la République en matière de laïcité, puisque on en avait d'ailleurs discuté directement à l'académie, plusieurs professeurs se permettent de proférer des jugements politiques péremptoires lors de leurs cours. Là, en l'occurrence, c'est tombé au moment de l'élection de Trump. Alors, les profs étaient fous, complètement fous. Donc, peu importe hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, hein, c'est pas le problème. Mais en l'occurrence, ces professeurs n'ont absolument pas apporté de jugement politique. En expliquant que Trump est le diable à leurs élèves qui n'ont pas d'autre choix que d'écouter et donc d'être soumis à ce jugement des professeurs. Et c'est également interdit donc, dans la loi française. Hein, je vous mets ici, vous voyez, éducation.gouv, les valeurs de la République, etc. Alors, il faut savoir également que par rapport à ces pauses, pour Léo, donc en dehors qui lui était en 6e, en dehors de ces problèmes donc de pause méridienne,
Il faut savoir que lui également, une semaine sur deux, étant donné qu'on n'avait que normalement 6 heures de cours maximum, et ben une semaine sur deux, le lundi, il avait 7 heures de cours. Donc vous voyez, encore une violation de la loi, puisqu'évidemment il y avait, vous imaginez bien, absolument pas de dérogation accordée par le recteur d'académie pour 7 heures supplémentaires. Alors, ensuite, je passe à un autre point important, toujours dans ce collège, c'est qu'on s'est interrogé sur les fameuses valeurs de la République qui devraient donc être prônées au sein de ce collège. En effet, il faut savoir que l'une des salles de classe était nommée la salle Lady Gaga, parce que ils avaient laissé les élèves, s'ils avaient fait une sorte de sondage, n'est-ce pas, et donc en l'occurrence ça devait être des femmes, hein, bien évidemment, surtout pas d'hommes, hein, parce que le patriarcat, vous comprenez, méchant patriarcat. Donc en l'occurrence il n'y avait que des femmes. Alors sur d'autres femmes comme Marie Curie, etc., moi pas de problème, hein. Mais Lady Gaga, là ça me pose quand même un gros souci, si vous voulez, parce que quand on est un peu documenté sur cette femme, cette chanteuse promeut une idéologie empreinte de secte sataniste, il n'y a pas d'autre mot, donc je vous montre les quelques photos, n'est-ce pas, que j'ai mis dans le dossier et que j'avais ramené également à l'académie. En l'occurrence, en dehors donc de ces clips musicaux où c'est totalement évident, à de multiples reprises, elle allait dans des soirées dites Spirit Cooking, qui est organisée par Marina Abramovic, qui consiste à manger des répliques de cadavres humains, hein, comme vous le voyez sur les photos. Donc en l'occurrence, je peux en produire d'autres hein, si besoin, mais enfin je pense que tout un chacun qui se documente un peu le sait déjà. Tout comme sa robe faite de chair, vous voyez, donc je sais plus ce que c'était, une vache, enfin bref, c'est une robe faite de chair, super. Et donc en l'occurrence, on s'interroge quand même fortement justement sur ces fameuses valeurs de notre République, n'est-ce pas, quand une telle personnalité est mise en avant au point de donner des cours au sein d'une salle de classe qui porte son nom de scène. Donc voilà. Donc on continue. Au niveau également des règles à géométrie variable. Il faut savoir que donc, notre fils aîné Alexandre, on a eu la surprise plusieurs fois de voir qu'il était sorti du collège 30 minutes plus tôt que l'heure prévue. Donc c'était systématiquement lors du cours de PS, donc le mercredi en fait il était censé finir à 12h30. Et moi j'arrivais un peu en avance pour avoir de la place en fait pour me garer, et c'est là que j'ai constaté la première fois que en fait tous les élèves étaient dehors, mais dehors, c'est-à-dire sortis du collège, alors qu'en théorie évidemment ils n'ont pas le droit sauf quand ils sont externes. Bon, en l'occurrence, évidemment, le mien l'était, mais même s'il était externe, il ne les laissait pas sortir avant l'heure quand même. Donc, vous voyez, bref. Mais là, ils étaient dehors, en fait, à l'extérieur du collège, donc sur une sorte de promontoire, donc où il y avait un peu de gazon à côté de l'endroit où il y avait le parking où on les attendait. Et c'est arrivé plusieurs fois. Donc, on a appris, en fait, plus tard, parce qu'on n'a jamais été prévenu, évidemment, c'est on arrive et on a la surprise qu'ils soient là. Si encore ils avaient prévenu, on prenait nos dispositions éventuellement, mais là on ne l'était pas. Et en l'occurrence, c'est parce que les professeurs emmenaient des élèves qui faisaient partie de l'UNSS à des compétitions. Donc ils étaient parfaitement au courant, donc on aurait pu le savoir, mais ils ne nous prévenaient pas. Donc le comble a été atteint en fait quand les 2 heures complètes de cours de PS n'ont pas eu lieu un mercredi sans qu'on en soit informé. De la même manière, parce qu'il y avait une compétition UNSS, donc de la même manière, ils le savaient évidemment d'avance. Vous imaginez bien que c'est pas le jour même. Et en l'occurrence, il a fallu que Alexandre me fasse appeler de manière à ce que je revienne. Donc sinon, il aurait eu 2 heures à rien faire au collège. Donc en l'occurrence, ce matin-là, il s'est élevé pour rien en fait, hein, puisque si on l'avait su d'avance, il aurait pu rester couché tout simplement. Donc le simple fait en fait que notre enfant soit sorti du collège de manière récurrente, 30 minutes, parce que c'est arrivé plusieurs fois, 30 minutes avant la fin d'un cours ne nous dérange pas sur le principe, mais encore une fois, dès l'instant où on en est informé, ce qui n'a jamais été le cas. Donc ça entre en contradiction flagrante avec le fait que la principale du collège a toujours interdit purement et simplement nos enfants de sortir en début de récréation quand ils avaient fini l'école. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y avait une récréation de 20 minutes,
ou même quand leur journée était complètement terminée, par exemple ça aurait pu être le midi, ça permettait de les récupérer plus tôt. Non, parce que pour nous emmerder, elle a décidé que, vous comprenez, c'était un collège de 170 élèves, elle avait en gros 5 ou 6 pions, donc il y aurait très bien pu y en avoir une ou deux qui viennent jusqu'à la grille et qui fassent sortir les externes en l'occurrence, mais non, elle a décidé qu'elle ne voulait pas. Ce qui fait que systématiquement, ils perdaient 20 minutes de plus au collège, absolument pour rien, pendant que nous, on se coltinait donc les allers-retours et donc éventuellement les attentes, pendant que nos enfants piaffaient, évidemment, parce qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de quitter le collège. Donc, encore un problème qui a été systématiquement récurrent. Alors ensuite, comme je vous l'ai expliqué, évidemment, l'école en général en France est d'une médiocrité absolue, mais on l'a constaté par nous-mêmes, c'est-à-dire que les cours dispensés dans ce collège, dans leur grande majorité, sont incroyablement médiocres, voire même inexistants, il faut le savoir. Donc on a constaté de facto les raisons pour lesquelles le niveau des élèves, évidemment, ne cesse de dégringoler. Et par exemple, au moment où je rédigeais le dossier, donc c'était fin avril, Alexandre n'avait toujours pas reçu le moindre cours de géométrie au niveau des mathématiques. Pas un. Donc on arrivait bientôt en fin d'année. Ou encore les cours de français qui comptent parmi les pires qu'on ait pu voir en fait, puisqu'il y a précisément en fait globalement aucun cours de dispensé, simplement des photocopies et des demandes de lecture. Voilà les cours qui étaient dispensés. Alors, on a su plus tard, parce que cette professeure n'a rien trouvé de mieux que d'expliquer à ses élèves qu'en fait, jusqu'à présent, elle exerçait le métier de chanteuse. Donc, ce qui ne me pose pas de problème en l'occurrence. Elle aurait très bien pu se reconvertir et être une bonne prof de français, mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et surtout, elle leur a dit que ça ne lui plaisait pas et qu'elle avait envie de redevenir chanteuse l'année d'après. Donc, en fait, elle est tombée pile poil pendant l'année où elle a pu pourrir littéralement l'année scolaire en français de nos 2 enfants, puisque c'était la prof de nos 2 enfants. Donc, on en rajoute un petit peu. Ensuite, donc d'ailleurs au niveau des cours de français, on était systématiquement obligé de les faire nous-mêmes en fait en dehors des heures de cours. Donc pareil, au niveau fatigue, vous imaginez bien, nous on n'en pouvait plus. Et puis ça donnait du travail en plus à nos enfants finalement, juste pour qu'ils soient au niveau qui aurait dû être le leur. Parce que si on avait dû compter sur cette prof de français, en fait ils ont perdu un an purement et simplement. C'était une horreur, une année scolaire vide en fait. D'un autre côté, on a eu beaucoup maille à partir avec le professeur d'histoire géo d'Alexandre, mon fils aîné, puisque à un moment donné, quand j'étais à nouveau en désaccord et j'exprimais en fait mon désaccord auprès de ce prof par téléphone, cette fois-ci, je n'avais pas fait de courrier parce que j'ai fait un nombre de courriers assez conséquent sur cette année scolaire. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de vous en montrer un ou deux, mais en tous les cas, j'en ai vraiment fait beaucoup. Et là, en fait, je l'interrogeais sur ses sources, parce que vous imaginez pas le nombre d'énormités qu'il a pu sortir factuellement démontées par moi, avec un tant soit peu de documentation, et le pauvre professeur d'histoire-géographie, évidemment, j'ai remarqué en fait tout simplement que j'aurais pu être prof à sa place parce qu'il est d'une médiocrité terrible et ma passion pour l'histoire fait que il n'avait pas grand chose à me dire, ce qui fait qu'au final il a tout simplement avoué que ces sources en fait et ce qu'il considère comme des informations fiables proviennent en fait de médias subventionnés tels que Le Monde, il l'a cité nommément. Donc en l'occurrence, si je commence à sortir quelques articles de presse, et je vais vous en montrer quelques-uns qui démontrent factuellement l'énormité d'un professeur qui se sert en fait de médias comme source d'informations fiables. Est-ce qu'on considère que c'est un exemple d'enseignement de qualité au sein de cette académie? Là, c'est quand même incroyable.
Donc c'est comme ça en fait que ce professeur entend aider à développer l'esprit critique de ses élèves, en fait, tout simplement. Donc vous voyez, pour vous donner, je sais pas moi, quelques petits exemples. Alors vous voyez ici par exemple, dans Libération, on a deux titres qui, comme vous le voyez, ont été modifiés, puisque Daniel Kretinsky, si on se documente un tout petit peu, on sait ce qu'est cet oligarque, et le fait que, eh ben, il a eu les mains libres pour venir à la conquête de la presse française, effectivement, hein, avec ses divers achats. Et comme vous le voyez ici, donc dans Le Monde, je vous le fais dans l'ordre, hein, le même milliardaire prête 14 millions d'euros à Libération, vous voyez, hein, donc ça c'est la une de Libération, Magna controversée, hop, le prêt. Et ici, rebondissement dans Libération, Athos, Daniel Kretinsky revient en sauveur après le forfait surprise de David Layani. Donc vous voyez, hein, on va me dire après que les journalistes sont adeptes de la charte de Munich, hein, n'est-ce pas? N'oublions pas ici par exemple les petits Macron Leaks, hein, le George Soros évidemment, le milliardaire proche de l'extrême gauche qui veut détruire les nations, a massivement financé Macron en 2017, hein, puisque on a quand même ici pour Macron, donc au niveau de sa campagne, 2 365 000 euros, hein. Bon, évidemment, Rothschild, Goldman Sachs, enfin bref. Même Obama, hein, vous voyez, bref, l'ingérence étrangère, hein, bref. Évidemment, hein, les unes dans tous les sens, donc il était partout. Hein, donc ça, ce sont les médias, n'est-ce pas? Les mêmes médias qui ici vous expliquent que Elon Musk fait 2 saluts nazis en s'adressant à la foule. Donc, bon, bah, vous voulez des saluts nazis, hein, voilà, tiens, Macron lui-même, vous voyez. Donc, bon, si j'en ai beaucoup d'autres, hein, évidemment, mais je sais que je ne peux pas tout mettre. En l'occurrence, ici, les BFM là, qui parlent d'un animal politique envers Louis Sarkozy, hein, donc bon, bah, évidemment, hein, tel père tel fils, on va dire, il est brillant ce Louis Sarkozy, n'est-ce pas? Donc ça c'est la presse, hein, bien sûr. Ici le Parisien qui explique que donc HTC reste un groupe islamiste dur et rigoriste, mais il n'est plus du djihadiste, vous voyez, c'est à géométrie variable là aussi. Alors je vous passe évidemment, hein, dans les médias les fameux les fameuses machines à laver, hein, n'est-ce pas? Pourquoi la Russie cherche à acheter de l'électroménager en Europe pour son armée? Donc bon, voilà le genre de presse que ce fameux professeur considère comme fiable, n'est-ce pas? Donc ça c'est quand même assez drôle. Alors tiens, par exemple Le Monde, vous voyez, 2016, élection américaine, où il titrait « Comprendre les soupçons de fraude électronique ». Là, en l'occurrence, il pouvait y en avoir, hein, parce que vous comprenez, Trump était passé. Et hop, on revient au décodeur, toujours Le Monde, en 2020. Cette accusation de fraude massive en faveur de Joe Biden ne s'appuie pas sur des preuves. Donc vous voyez, hein, toujours les médias à géométrie variable. Là, en l'occurrence, dans les Échos, vous voyez, hein, dans le Covid à l'époque, les vaccins Pfizer ou Moderna recommandés en 2e injection après l'AstraZeneca, et hop, une autre une, donc Covid, l'OMS ne recommande pas de changer de vaccin entre les 2 doses. C'est le même journal, hein, vous voyez, c'est assez phénoménal. On continue avec Le Monde, donc vous voyez, le 21 juillet 2020, coronavirus, non, les tests PCR ne mettent pas le cerveau en danger. Et hop, là, on passe en avril 2021, donc c'était quand même quelques mois après. Les tests nasopharyngés ne sont pas sans risque, prévient l'Académie de médecine. Donc vous voyez, on est bien dans le même journal. À l'époque, quand on annonçait ça, donc en 2020, évidemment, on était des complotistes, hein, bien sûr. On continue avec Le Monde, donc le 31 mars 2020. Alors que son génome est connu et prouve le contraire, une part importante de la population pense que le coronavirus a été créé par l'homme. Donc ça, c'était évidemment pour dénoncer les vilains complotistes qui disaient n'importe quoi. Et hop là, le 14 mai 2021, une vingtaine de scientifiques publient dans la revue Science une lettre appelant à considérer sérieusement l'hypothèse d'un accident de laboratoire comme source de pandémie. Toujours Le Monde, hein.
Là, en l'occurrence, la déclaration de John Swinton qui est intéressante, ex-rédacteur en chef du New York Times lors d'un banquet donné à son honneur à l'occasion de son départ en retraite. Quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun ici est présent ce soir sait que la presse indépendante n'existe pas. La fonction d'un journaliste est de détruire la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir, de ramper au pied de Mammon, et de se vendre lui-même, de vendre son pays et sa race pour son pain quotidien, ou, ce qui revient au même, son salaire. Nous sommes les outils et les vassaux d'hommes riches qui commandent derrière la scène. Nous sommes leurs marionnettes, ils tirent sur les ficelles et nous dansons. Nous sommes des prostituées intellectuelles. Donc vous voyez, c'était un ex-rédacteur du New York Times, puisque il disait ça lors d'un banquet donné en son honneur. C'est intéressant. Alors évidemment, quand on vous parle de presse indépendante, donc voilà, je pense que là, j'ai pas besoin de commenter. Les subventions que nous payons au final, les impôts, les taxes, etc. Voilà où ça aboutit. Donc dans des journaux qui sont faits pour nous désinformer. Donc je vous laisse regarder les montants. En l'occurrence, Le Monde, qui est considéré comme le plus fiable par ce fameux professeur d'histoire géo, qui reçoit le plus d'aide avec 18 685 000 euros, donc on appréciera. Alors ici, par exemple, vous voyez Caroline Roux, animatrice des émissions C'est dans l'air et 4 vérités à côté de son mari, ex-préfet, ex-sarkozyste, ex-numéro 2 de TF1 et actuel directeur de Facebook Europe. Voilà, c'est beau, le journaliste objectif, effectivement. Pour rappel, voilà qui possède les médias d'information en France, n'est-ce pas? Donc ça, c'est public, il suffit d'aller voir. Tiens, par exemple, ici, comme disait ce tweet, aux connaisseurs qui savent tout sur tout, qui sont allés partout sans être allés nulle part, à ceux qui tentent de survivre sous le joug dictatorial du ghetto de la Macronie, parce qu'ils n'ont pas pu manger au restaurant, j'offre cette première image du jour. Donc vous voyez, le 25 février 2022, c'était censé se passer dans cette terrible guerre. Et en l'occurrence, on retrouve ici, vous voyez, c'est une scène de film. Vous voyez, donc la forteresse de Brest, donc ici, qui date du 4 novembre 2010. N'est-ce pas? Donc c'est intéressant aussi comme manipulation de la presse très très fiable. Bon, la charte de Munich, je vous laisse aller vous documenter. Donc là, Le Monde, toujours, réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique, n'est-ce pas? Donc on nous parle de dépopulation tranquillement également dans toujours ce monde. Alors n'oublions pas évidemment, en 2012, Le Monde, la banquise arctique pourrait complètement disparaître d'ici à 4 ans. Bien évidemment, elle s'accélère alors que, bon, il est démontré qu'en fait, la banquise ne fait qu'augmenter ces dernières années. Et elle est une petite dernière, parce que j'aime bien ces unes, vous savez, où on nous dit systématiquement que le pays dans lequel on vit, c'est celui qui se réchauffe le plus vite de la planète. Donc, vous voyez, COP27, l'Europe se réchauffe plus vite que la planète selon l'ONU. Hop, on passe à un autre. Le Moyen-Orient se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. Ici, la Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite que la moyenne, que la planète. Le monde, le changement climatique frappe de plein fouet le Canada qui se réchauffe 2 fois plus vite que l'ensemble du monde. Bref, j'arrête avec ça, mais j'en avais plein d'autres à disposition donc de ce prof et de l'académie. Donc pour qui les médias sont les sources les plus fiables d'information, n'est-ce pas?